bonjour à tous. On va changer de registre. Je m'appelle Bruno Bonnel, je suis secrétaire général pour l'investissement en charge de France 2030. Donc France 2030, c'est un programme de 54 milliards décidé par le gouvernement pour soutenir l'innovation sous toutes ses formes. On va en parler, mais c'est surtout pour préparer la France de demain. Et donc avant de vous parler brièvement de ce programme, j'aimerais partager avec vous quelques réflexions qui l'ont fondé et quelques raisons, à mon avis, qui le justifient et qui le rendent essentiel, alors qu'on pourrait considérer effectivement qu'il y a d'autres priorités, qu'il y a d'autres urgences que le financement de l'innovation dans notre pays. Alors pour vous parler de France 2030, porte bien son nom, 2030, on va parler d'avenir. Je vais commencer par parler un tout petit peu du passé. Et je vais revenir pendant quelques minutes sur ce qui s'est passé à un autre moment de l'histoire, probablement qui pouvait se vivre dans ces murs. En tout cas, dans ces murs sont un témoignage qui était la révolution industrielle. Pourquoi je parle de ce moment de l'histoire ? Parce qu'on est en train de vivre un moment aussi rare. On est en train de vivre un moment où on a une transformation fondamentale, qui est une transformation énergétique, où on passe d'une énergie fossile à l'énergie électrique. Et la différence entre les deux, c'est que l'énergie électrique garde la même puissance que l'énergie fossile traditionnelle. On peut, avec des moteurs électriques, maintenant envisager des usages qui seront similaires aux plus puissants des moteurs thermiques. Par contre, elle apporte en plus l'intelligence, elle apporte le numérique, et donc elle modifie considérablement notre approche de la consommation et de l'utilisation de cette énergie. Et on voit bien l'impact qu'a eu cette transformation énergétique à la révolution industrielle au moment du passage de ces énergies qui n'étaient plus simplement humaines ou animales, mais qui sont devenues ce qu'on appelle aujourd'hui fossiles. On voit bien les révolutions sociétales que cela a engendré. On a transformé beaucoup de choses dans notre vie quotidienne. On a même transformé des débats qu'on a actuellement, la valeur travail. On est passé d'une forme d'artisanat à une forme de salariat. On est passé de l'atelier à l'usine. On est passé d'un déplacement qui était finalement limité à quelques dizaines de kilomètres à des déplacements qui allaient vers des milliers, voire faire le tour de la planète. On a donc véritablement transformé notre vue du monde profondément parce qu'il y a eu un changement radical d'énergie. Donc à la racine de tout ça, il y a un changement d'énergie. Et puis il y a un deuxième phénomène, c'est que ça entraîne les idées. Ça entraîne les innovateurs. On veut utiliser, on veut consommer différemment cette énergie. On veut l'utiliser à d'autres formes de biens et services. On a vu l'explosion notamment récemment, depuis la fin des années 70, on a vu l'explosion du numérique dans notre vie. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ça a déclenché des croissances considérables. Et surtout, dans notre quotidien, on a tous dans notre poche un téléphone portable, mais on est entouré de numérique dans notre vie professionnelle et personnelle. On a bien vu que ça a fondamentalement amené d'autres manières de créer des entreprises, tout ce qu'on a appelé à un moment donné les startups du digital, etc. On voit bien que ça ouvre des perspectives de croissance qui n'existaient pas avant. Alors je voudrais vous illustrer ça par quelque chose d'assez concret et finalement un peu amusant. En 1899, à New York, il y a une grande conférence comme ici, avec des gens qui s'interrogent sur une question fondamentale des grandes villes de l'époque, qui était de dire on a un énorme problème avec le transport urbain, c'est le crottin de cheval. Alors le crottin de cheval, pourquoi ? Parce que comme tout était à base d'hypomobilité, on avait des problèmes de déjection de ces animaux qui mangeaient de la paille et qui effectivement avaient besoin de se soulager. Et la conclusion de cette conférence en 1899, c'est il n'y a pas de solution. On doit accepter que dans toutes les villes du monde de plus de 100 000 habitants en 1930, il y aura 3 mètres de crottin de cheval dans toutes les rues. Et il n'y aura pas de solution. Et donc la conférence se termine d'une façon assez dépressive parce qu'on dit c'est un vrai problème de santé publique. Ça veut dire qu'il y aura des rats, il y aura des mouches, il y aura du choléra, il y aura des vrais problèmes. Donc on a été à deux doigts de dire il faut interdire les chevaux dans les rues des grandes villes parce que ça va poser un énorme problème de santé publique. Et arrive, donc 1899, arrivent les débuts d'un machin qui ressemblait pas à grand-chose, qui s'appelait l'automobile. Et les gens se mettent à dire, finalement, l'automobile, c'est notre solution. Et c'est pour ça que se développent des solutions à partir des automobiles en milieu urbain.
se développent des entreprises, se développent des modèles. Et là, de nouveau, une conférence sur l'automobile, avec beaucoup de questions de santé. Est-ce qu'on va pouvoir rouler à 30 km/h? Est-ce qu'on va pas devenir, ça va pas nous couper le souffle? Est-ce que des gens vont être capables de conduire ces engins de mort qui risquent d'écraser les poules? Et aussi une question un peu plus tordue qui est de dire, tout ça c'est vachement bien, mais on a 1 million d'emplois en France en 1900 de gens qui travaillent avec les chevaux. Ils sont palefreniers, ils sont maréchal ferrant, ils sont cochers, ils fabriquent des fiacres, 1 million d'emplois. Vous vous rendez compte que ces machines de mort vont supprimer des milliers d'emplois et il faut absolument condamner ça. Et vous avez des grèves, vous avez des mouvements sociaux, vous avez des gens qui vont casser les premières automobiles en disant il n'est pas question, il y a même des journaux, tous les jours, dans les journaux de l'époque, il y a un article sur ce qu'on appelle les chauffeurs, qui sont ces gens fous qui écrasent les gens et qui ne savent pas utiliser ces nouvelles technologies. Si je vous explique cette histoire, c'est pour vous montrer la tension qu'il existait d'alors dans l'innovation technologique d'alors par rapport à l'ordre établi qui était effectivement cette société artisanale qui vivait à un certain rythme sur lequel on peut avoir de la nostalgie. Moi, je n'ai pas de débat là-dessus, ce n'est pas un débat éthique ou moral, c'est juste de dire elle était là et elle se confrontait à une évolution technologique majeure. Eh bien, on est exactement à un moment de l'histoire qui ressemble à celui-là. Et c'est pour ça que vous voyez des foules en colère, des gens qui ont peur, vous voyez du déni, vous voyez des préoccupations. Et le rôle, et c'est pour ça que le secrétariat général pour l'investissement existe, et le rôle de l'État là-dedans. C'est une vraie question. Quel est le rôle de l'État? Est-ce qu'il doit être un accélérateur? Est-ce qu'au contraire, il doit être un gestionnaire de la crise? Est-ce qu'il ne doit pas s'en mêler? Est-ce qu'il doit laisser ça au développement libéral d'une activité? Est-ce qu'au contraire, il doit protéger? Et en fait, quel est ce rôle-là? Et c'est pour ça que quand on refait l'histoire industrielle, on s'aperçoit qu'à ces grands moments de rupture technologique, l'intervention de l'État était critique. Ça remonte à Colbert, hein, donc on peut remonter très haut, mais les grands magasins de l'État à l'époque, pour essayer d'organiser les confédérations artisanales pour qu'elles puissent vendre mieux, et notamment qu'elles exportent, la révolution industrielle avec les concessions, avec les achats publics, avec les grandes constructions, il y en a plein Paris, c'était une intervention de l'État dans une économie moderne pour dire, bah oui, on aimerait bien que des bâtiments soient plus salubres, alors on va commander des bâtiments publics. On aimerait bien qu'il y ait des infrastructures routières pour que ces automobiles arrêtent de rouler dans les champs et arrêtent d'écraser les poules, alors on va développer des logiques d'infrastructure. On veut évidemment apporter de l'électricité partout, etc., etc. Donc l'intervention de l'État est importante et critique. Donc j'en arrive à mon plan France 2030. Le plan France 2030, c'est 54 milliards. Ils ne sont pas là pour dire « Tiens, nous allons aider toutes les entreprises en difficulté du marché à payer leur énergie ». Ça, ce n'est pas la mission de France 2030. La réalité est qu'il y a une conjoncture économique, une conjoncture géopolitique qui est ce qu'elle est. Mais ça, il y a d'autres parties de l'État qui s'en occupent. Mais il y a une volonté de dire, par contre, si la France n'investit pas, n'a pas l'audace d'investir dans cette société qui vient, en prenant la précaution de la transition, mais surtout en donnant les moyens à ceux qui veulent la construire d'être dérisqués sur le plan économique, eh bien, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que les retours sur investissement moyens des fonds d'investissement privés, et c'est leur métier, donc ce n'est pas encore une fois un jugement de valeur, c'est 5-7 ans. Et là, on est en train de parler d'échelles de temps qui sont de 15 à 30 ans. On est en train de parler de qu'est-ce qui va se passer en France en 2050. Or, les investissements pour la France de 2050 se font avant 2030. Sinon, on va réitérer les mêmes phénomènes que ceux qu'on rencontre aujourd'hui, de petits pas, dans un certain nombre de choses. On ne va pas donner d'élan à l'action que vous menez, les entrepreneurs qui sont ici, ou que nous menons collectivement en tant que pays souverain, et on se retrouvera confronté à cette espèce de crise sans arrêt, parce qu'on n'aura pas en même temps géré le quotidien, une politique du demain, et une politique du surlendemain, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer, quelle vision de société on a pour demain. Alors, c'est pour ça que ce plan est organisé autour de pratiquement tous les thèmes d'innovation
qui intéressent une société. De la santé, de l'énergie, la transition éco-énergétique, évidemment, la génération d'énergies nouvelles, notamment d'énergie verte, le numérique, tout ce qui va tourner autour de cet nouvel homme que nous sommes, l'homo sapiens sapiens, devenant homo sapiens numéris, ben, la notion de données, la notion de propriété de ces données, la notion de souveraineté de ces données devient aussi importante que la protection physique de son corps. Donc une réflexion sur tous ces points, ces sujets-là. Évidemment, tout ce qui est l'assistance, à la fois dans la vie quotidienne pour des personnes handicapées ou des personnes âgées, également dans la vie professionnelle avec la robotique, donc toute cette réflexion autour de ça. Et puis des projets un peu plus de projection longue, comme la conquête de l'espace, l'exploration des mondes sous-marins, le quantique, qui est probablement une nouvelle frontière du numérique qui est encore à craquer. Donc vous voyez, la palette est excessivement large. Et au cœur de France 2030, dans l'organigramme, c'est au milieu de l'organigramme, il y a ce qu'on appelle la connaissance, à savoir la formation, la recherche, la valorisation de la recherche et les industries créatives culturelles. Pourquoi on le met au cœur? Parce qu'effectivement, cette projection ne fonctionne que si on investit dans les femmes et les hommes de demain qui vont justement se préparer à prendre le relais de ceux d'aujourd'hui dans cette nouvelle société. On peut mettre autant de 54 milliards qu'on veut. Si on ne met pas les femmes et les hommes pour effectivement accompagner ces budgets par des projets, tout ça sera relativement inutile. C'est pour ça que je suis là d'ailleurs aujourd'hui. Je suis là pour dire, attention, on est en train de travailler pour vos 60 ans, pour vos 70 ans, ceux qui êtes dans la salle. On n'est pas en train de travailler pour des gens comme moi qui probablement vous regarderont d'en haut en disant « super, vous avez fait un bon job ». En train de dire, attention, il faut arrêter d'essayer de régler des dizaines d'années de déni, de transition éco-énergétique, de crise climatique, de transformation fondamentale de la valeur travail, où on s'est dit non, non, ça sera comme avant. C'est pas grave, tout ça, c'est de la crise. Le phénomène du télétravail, on l'a vu, n'est pas anecdotique. Le phénomène de la recherche de sens n'est pas anecdotique. Ça veut dire qu'il faut l'intégrer. Donc il y a des nouveaux modèles qui vont émerger de ceci, des nouveaux modèles économiques. On va se contenter d'avoir des modèles juste technologiques. Eh bien, ces années de déni que nous avons derrière nous, je pourrais rajouter aussi un déni démographique, puisqu'on peut essayer de monter des murs face à des immigrations légitimes de gens qui, pour des raisons de guerre ou pour des raisons de pauvreté, je viens d'entendre le discours de la dame qui me précédait, ont besoin de dire, mais attendez, nous aussi on a envie d'avoir l'eau courante et d'avoir une hygiène de vie à peu près correcte. La réalité, c'est qu'il va falloir construire des ponts dans les deux sens. Donc il va falloir être assez audacieux également sur ce partage de la valeur au niveau international. Toutes ces années de déni, qui ont fait des politiques de court terme, qui ont fait du rabibochage, qui ont fait des espèces de pansements, il faut se dire, il y a une autre voie, et c'est pour ça que France 2030 est là, c'est la voie de dire, on va investir sur l'avenir et sur l'innovation. Et donc on va risquer, et donc c'est là que c'est original, France 2030, c'est qu'on risque sur 3 critères. Très simple, ne présentez aucun dossier, ne pensez pas France 2030 s'il n'y a pas ces 3-là. Le premier, c'est, ça doit être transformant. C'est-à-dire que nous mettons de l'argent là où il y a des projets qui sont transformants. Il faut vraiment qu'on ait l'impression qu'on est en train de monter une marche. Le deuxième, ce sont des projets qui, par essence, sont absolument, où France 2030 est absolument indispensable dans leur construction. S'il y a des projets pérennes sur lesquels il y a une rentabilité, il y a des fonds privés pour ça, et peut-être la route est longue, j'ai été 40 ans entrepreneur, je peux vous dire, je sais que la route est longue, mais il y a des solutions qui n'ont rien à voir avec l'État. Donc il faut arrêter d'avoir une espèce d'État qui vient faire de la substitution à de l'argent privé, qui retrouvera une rentabilité. Donc on doit être absolument indispensable à la constitution de ces projets. Et le troisième, qui est le plus original des 3 pour moi, quand on voit que c'est de l'argent public, c'est de dire France 2030 accepte de se tromper de façon absolue. C'est-à-dire qu'on peut faire un pari sur une technologie, on peut faire un pari sur un process dans un domaine compliqué et accepter que ça ne marchera pas. Parce qu'on estime que le prix à cette audace
c'est l'imprévisibilité du résultat. Alors évidemment, on essaie de la limiter au maximum, mais on n'est pas du tout dans une logique de dire, attention, hein, si on n'a pas un retour sur investissement, un TRI de 10%, 15%, 20%, alors on n'ira pas. Ce n'est pas la logique du tout du plan. C'est de dire, si vous pensez que cette technologie révolutionnaire de recyclage plastique, si vous pensez que ce nouveau système de santé, de dispositif médical révolutionnaire pour refaire marcher des gens qui ne peuvent pas, vaut le coup, eh bien oui, on va le soutenir. Ah, ça ne marche pas, c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Parce qu'en fait, on a créé un écosystème d'innovation et qu'on sait que cette demande est toujours là. On veut toujours faire marcher quelqu'un qui ne marche pas. On veut toujours recycler du plastique. Et si on a créé de la compétence en tant qu'État autour de ça, on sait qu'il y aura des retombées qui seront, peut-être quelqu'un ira dans une autre société, peut-être 2 sociétés se marieront, peut-être qu'il y aura un brassage avec de la serendipity, c'est-à-dire une capacité de dire, tiens, cette application-là, je la voyais là, mais en fait, elle me marchait là. Donc en fait, le rôle de l'État là, c'est vraiment d'accompagner les innovateurs dans leur propre formation, dans leurs propres expériences, puisque quand on est innovateur, quand on est créateur d'entreprise, le mot échec, il est bien synonyme d'expérience et de croissance. Donc, le message que je vais vous faire passer aujourd'hui, il tient finalement en peu de choses. Évidemment, il est optimiste. L'humanité, de tout temps, et il faut casser les reins à ceux qui pensent le contraire, et je suis prêt à n'importe quel débat sur ce sujet, l'humanité de tout temps a trouvé des solutions majeures dans ces grandes transformations. Est-ce que ça a été sans douleur? Non. Est-ce qu'il y a eu des victimes et des dégâts collatéraux? Oui. Il n'empêche qu'il y a une pérennité quand même qui s'est faite dans le temps avec on disait sous Malthus, on n'arrivera pas à nourrir plus d'1 milliard de personnes sur la planète. Bon, aujourd'hui on dit attention, c'est parce qu'on a utilisé des phytosanitaires. Peut-être, et aujourd'hui des scientifiques travaillent sur des alternatives et on progresse. Et je comprends le désarroi de certaines personnes qui avaient des habitudes et qui doivent en changer. Il n'empêche qu'on en change pour le bien commun et non pas pour l'intérêt de certains. Donc c'est une logique. Et j'ai failli me casser la figure en plus. C'est l'enthousiasme. Mais je pense que cet optimisme, c'est un optimisme de raison et de croyance fondamentale à la capacité collective de trouver des solutions. Le deuxième point, c'est le mot collectif. France 2030, c'est pas moi. C'est devant moi. Moi, je suis le Aimé Jacquet ou le Didier Deschamps pour les plus jeunes de l'équipe de France 2030. L'objectif, c'est de faire de la France, avec tous les talents que nous pouvons regrouper, des champions, qui soient des champions français et des champions internationaux. Donc ça, c'est important de comprendre que c'est une responsabilité collective et que ce n'est pas l'État qui a décidé de faire le bonheur des gens à l'insu de leur plein gré. Ou le malheur d'ailleurs, dans le sens politique que vous voulez prendre. C'est bien une responsabilité collective de se dire, on va s'en sortir, parce qu'on pense qu'ensemble, on a des idées, on a des moyens, et on peut faire cette révolution intellectuelle qui, de toute façon, est inéluctable. Ce n'est pas un choix, ça. C'est comme si on était sur une houle, sur un courant. De toute façon, remonter le courant est beaucoup plus pénible que le suivre. Et ce courant de transformation de société, il est profond. Donc le rôle de l'État, c'est d'essayer de tenir à peu près la barque à flot. Encore une fois, dans ma partie. Je ne suis pas ici pour dire un discours politique générique sur ce que fait bien ou pas bien le gouvernement. Ce n'est pas mon rôle. Je suis là pour vous dire, dans la partie innovation, le rôle de l'État, c'est s'assurer que le radeau innovation ne coule pas en France, dans les courants et dans les tourments que nous vivons. La troisième chose, c'est que si on est un peu fier et un peu orgueilleux, c'est cette capacité à changer le monde que la France a souvent portée, qui me semble intéressant à décrypter 5 minutes. La déclaration des droits de l'homme, puis de la femme, c'est la France. Le droit à la sécurité sociale, c'est la France. Et avant ça, le droit à l'éducation, c'est la France. Je veux dire par là que ce sont des idées qui ont été générées par des gens qui ont justement pensé l'avenir, qui l'ont testé et qui ont montré que éduquer les gens, par exemple, dire vous allez à l'école jusqu'à 14 ans, ça changeait un pays. Ça changeait effectivement un pays. Et que ce n'était pas réservé à une élite, c'est quelque chose qu'on devait faire de façon collective. Quand on a dit tout le monde a droit à se soigner,
Ça nous paraît un peu évident dans notre modèle social, mais ce n'était pas du tout évident avant qu'il y ait la sécurité sociale. Et on a dit non, non, tout le monde a le droit de se soigner. Et pas forcément avec une carte de crédit. Et ça, c'est un modèle intéressant. Il y a beaucoup de réflexions aujourd'hui sur la valeur travail. C'est intéressant de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire sur l'évolution de la valeur travail. Mais au-delà de ça, il y a surtout une évolution sur la qualité de la vie. Et je pense qu'après ces droits fondamentaux qui arrivent en séquence, il y a ce droit à la qualité de la vie dans lequel on doit dire, mais finalement, quelle vie? Et si on ne peut pas, et si on vit mal, et sous pression, la vie quotidienne d'aujourd'hui, en disant finalement, c'est un modèle qui est fracturé, qui est cassé. Et si on faisait le pari qu'en innovant, et qu'en osant justement aller vers une agriculture plus saine et plus durable pour l'alimentation, qui entraînera une prévention santé plus efficace, qui entraînera probablement des systèmes de curation de maladies qui seront intéressantes parce que les gens auront plus de temps, seront moins sous pression, etc. Ça, c'est un exemple dans la santé. Si on dit on va utiliser des moyens numériques pour que justement, évidemment en combattant l'électronisme, en s'assurant qu'on ait bien des réseaux, etc. Tout ceci est un plan qui est un plan massif. On n'est pas en train de dire « Ah oui, vous dites ça, mais bon, il y a des zones blanches en France. » Oui, il y a des zones blanches. On couvrira les zones blanches. Mais pour les 5% de zones blanches, alors on remet en question l'innovation des 95 ? Non. Donc ça veut dire que ce phénomène de modèle social, qui est un privilège que nous avons en France, on doit le préserver. Et pour le préserver, une des voies de préservation, c'est l'innovation. C'est ça le troisième message que je voulais vous passer. Le quatrième message, c'est que France 2030, c'est pas une providence au service de tous les start-upers qui ont des idées. C'est un concours d'excellence. Parce qu'on ne s'en sortira par l'innovation, mais que si elle est d'excellence. La compétition internationale est très puissante. Combien de fois vous lisez dans les journaux « Ah mais oui, mais bon, on a encore perdu des cerveaux. » Moi, la bonne nouvelle, c'est qu'on en génère tout le temps, parce qu'on en perd tout le temps. Donc ça veut dire qu'il y a bien des excellences françaises qui, effectivement, pour plein de raisons, sont jalousées à l'extérieur, sont attirées par des sirènes internationales, mais on a bien une volonté et une détermination dans France 2030 d'excellence. Et puis enfin, je dirais que d'une façon plus philosophique pour conclure finalement ce propos, je pense que si on se projette un petit peu plus loin, comme j'essaye de le faire avec vous, on s'aperçoit que ces notions de science, elles sont aussi très fédératrices. Quand je dis elles sont très fédératrices, ça veut dire que on est un drôle de peuple. On est un drôle de peuple parce que on est à la fois critique de tout, on n'est jamais content. Je peux vous dire, les lettres que je reçois, il y a la moitié des gens heureux et la moitié des gens qui ne sont pas satisfaits. Mais par contre, là où on se rejoint, c'est dans des grands projets fédérateurs. Et finalement, construire une France de l'innovation avec des projets précis, à savoir qu'est-ce qu'on va faire sous ces nouvelles formes d'énergie, qu'est-ce qu'on va faire pour aller justement rivaliser dans l'exploration, je dis bien l'exploration et pas l'exploitation du fond des mers pour augmenter notre connaissance. Comment est-ce qu'on va obtenir plus de talents, de femmes, d'hommes qui vont rentrer dans cette nouvelle société? C'est un beau projet fédérateur. Donc finalement, je trouve que ça vaut le coup quand même de regarder France 2030, non pas dans sa dimension simplement budgétaire, mais sa dimension de projet auquel vous pouvez tous participer. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie et puis à la prochaine fois. Merci.